fur et à mesure avec des invités ku ci nekk ak ki mu dalal laaj ko lan moo tax donc mu wala boog lan moo gën a marqué ci li nga xam ne moom moo di ci at bi ñu génn mu wala boog sax génnaguñ ci ndax ñu ngi ci 2017 ba tey ñu ciy waaj a génn ngeen xam ne ay fan rek ci des. Moussa, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté donc tout cela, bien entendu. Moussa, alors vous avez comme invité le docteur Saliou Serigne Fallou Samb. Docteur, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je vous laisse avec Moussa. Moussa, pourquoi donc docteur? Alors, pourquoi, docteur? Le choix n'est pas fortuit. Bien sûr. Je le dirais parce que donc j'ai eu à le côtoyer. On a fait 2 numéros qui ont marqué donc les téléspectateurs. Et sur ce, donc, quand il est là aujourd'hui, c'est juste pour pouvoir discuter avec nous sur les faits saillants de la santé et revenir aussi sur l'actualité. Et je sais que lui aussi, il s'y connaît. Il peut nous dire beaucoup de choses. Il s'appelle docteur Serigne Fallou Samb, comme vous le dites. Alors, docteur, l'actualité... on y aille très vite, c'est très tôt marqué par la panne de la seule radiothérapie qu'on a, seul appareil d'ailleurs même, en février 2017. Vous y attendez? Bon, parce que d'abord je salue tout le monde, les téléspectateurs, les Sénégalais et l'ensemble des médecins, à commencer par l'Ordre national des médecins qui coiffe, qui est l'autorité professionnelle de l'ensemble des médecins, quel que soit leur titre et leur spécialité au Sénégal. Donc cette panne de radiothérapie, je crois, a fait énormément de bruit au Sénégal, mais il fallait s'y attendre, parce que d'abord, si on fait l'historique, l'appareil n'était pas un appareil neuf, c'était un don qu'on avait donné au Sénégal, et cet appareil quand même avait fait signe à plusieurs reprises de défaillance, mais malheureusement les gens n'ont pas tenu compte à cela, et puis ils ont laissé l'appareil continuer jusqu'à sa belle mort qu'on connaît tout le monde et les catastrophes qui en ont suivi. Donc c'était prévisible quand même, honnêtement, très honnêtement, parce que nous on a un défaut dans ce pays, c'est le défaut de la planification, d'une bonne politique et surtout une stratégie sanitaire. C'est ça qui nous manque. Le Sénégal est à un niveau où on peut dire on forme donc les médecins de nos pays voisins. Est-ce qu'on pourrait vraiment donc attendre au niveau où nous sommes que le Sénégal dispose d'un seul appareil, comme vous dites, et qui est un appareil cobalt? Actuellement, on nous parle d'appareil d'accélérateur linéaire. Ouais. Et jusque-là, donc, on avait dit que en ce moment même, au mois de décembre, on aurait ce qu'on appelle les premiers tests, les premiers patients. Jusque-là, est-ce que vous suivez l'actualité? Vous avez eu écho de cela? Bon, on a été dès le début quand même partant de cette actualité, parce qu'on a quand même, en tant que spécialiste, eu à souligner à plusieurs reprises que la date qu'ils ont donnée, décembre, n'était pas possible. On l'a dit partout, mais ils ne nous ont pas écoutés. Parce qu'un appareil de radiothérapie, c'est pas une télévision ou bien un réfrigérateur que vous achetez, que vous amenez chez vous, que vous branchez et que vous faites fonctionner. Il y a des normes qu'il faut respecter. D'abord, rien que la construction du sarcophage, c'est-à-dire c'est dans le cadre de la radioprotection, l'endroit où on doit mettre la machine doit obéir à des normes. Le personnel qui doit travailler à l'intérieur, on doit les former. Alors que si on sait qu'on a un seul radiothérapeute, et puis le personnel n'est pas encore là, il faut des années pour les former. Donc je crois que le problème est multiple. D'abord, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, et pourtant on a eu à le dire. Mais les gens ont voulu quand même en faire une question d'honneur, alors que c'était pas ça. C'est tout juste une bonne communication avec les populations, dire aux gens qu'on y est, mais il faut savoir que ne pas donner de date. On n'est pas en politique, on n'a pas quand même certaines impératives, mais il fallait dire la vérité aux populations, dire carrément que l'appareil c'est ça, c'est pas une télévision qu'il faut acheter et brancher, il y a des normes à respecter, il y a des gens à former, et la formation peut durer au minimum 5 ans. Parce que c'est pas les médecins, c'est pas les infirmiers, c'est pas les techniciens de radiothérapie qu'il faut former. Il y a énormément de choses. Même les garçons de salle, les techniciens de surface, on doit les former en matière de radioprotection. Donc c'est ça les normes au niveau mondial qu'il faut respecter. Et jusqu'à présent, on nous parle de radiothérapie, mais il y a autre chose. Il y a d'autres appareils qui doivent aller avec. On n'en parle même pas. C'est le PET scan. C'est un appareil qui permet, parce que la radiothérapie ne se fait plus de manière hasardeuse ou bien du bricolage. Il n'y a plus de tâtonnement. Il n'y a plus de tâtonnement. Ce qu'on doit faire, on doit y aller avec précision. Ça ne voudrait pas être une mauvaise langue, mais ce qui veut dire que les malades du cancer sont condamnés alors au Sénégal. Bon, condamnés, c'est trop dire, mais les gens qui n'ont pas les moyens sont condamnés. Les gens peut-être qui ont les moyens, c'est-à-dire les moyens humains et financiers, peuvent aller ailleurs se faire soigner. Mais les gens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens, il faut oser le dire, ils sont condamnés. Parce que rien que le PET scan, pour le faire, il faut aller en France. Alors que c'est un appareil tout juste de scanner,
un peu spécifique qu'il faut acheter, qui va avec la radiothérapie, qui permet aux spécialistes de savoir les zones de cancer et les zones de métastase et de pouvoir agir directement et de manière chirurgicale. Ça, avec une grande précision. Ce n'est plus un tâtonnement. D'accord. Donc vous voyez que c'est un ensemble et les gens actuellement, j'ai l'impression qu'au Sénégal, on est un peu perdu dans ce brouhaha, quoi. Alors on va y revenir, c'est la qualité de la formation dont il fait allusion. Mais il y a aussi un autre aspect, un autre blocage, si on peut l'appeler ainsi, c'est la question de ressources humaines. Et à vous comprendre, c'est comme on dirait qu'on a mis les charrues avant... on a mis la charrue avant les bœufs. Ouais. Et justement, quand on parle de cette radiothérapie et quand on parle de ces accélérateurs linéaires, est-ce que réellement il y avait besoin d'évacuer, de faire des évacuations sanitaires, d'évacuer les malades du cancer avec toutes les lisibilités qu'on en fait, pour les évacuer aussi au Maroc et que l'État, en retour, prenne la totalité de ces soins? Bon, l'erreur même, la faillite du système sanitaire, c'est d'évacuer. Parce que nous qui sommes spécialistes, on sait très bien que quand vous évacuez un malade, je ne parle même pas de sortir le malade du Sénégal, vous évacuez un malade de Tambacounda à Dakar, rien que sa logistique coûte plus cher que les soins. Donc c'est une erreur monumentale des autorités. Et puis ce qui est gênant et ce qui est à déplorer, c'est que ce reniement de nos autorités par rapport au système sanitaire. Parce que je le dis toujours que c'est un reniement, parce que les gens, en fait, ils naissent avec le système, ils grandissent avec le système, ils deviennent autorité avec le système. Mais une fois député ministre, il dit oui, je vais me soigner en France ou bien au Maroc. Et pourquoi? Alors que c'est ce système aujourd'hui qui t'a permis d'arriver à ce niveau. Au lieu de fortifier le système, on tue le système. On a vu des gens, des autorités qui prennent l'argent du contribuable sénégalais pour aller faire une échographie au Maroc, ce qui est aberrant. Alors que tout le monde sait que ces Marocains sont formés à Dakar. L'école de Dakar est l'une des écoles les plus cotées du continent. Actuellement au Sénégal, s'il y a un domaine où on peut rivaliser avec le Maghreb, je ne peux pas vous dire, bon écoutez cher, vous avez le palu. Mais tu vas me dire, docteur, sur quelle base? Vous n'avez pas fait de test de gouttes épaisses. Vous n'avez pas fait de frottis pour me dire que vous avez le palu et c'est le paludisme. Donc, sur quelle base? En Europe, on vous aurait posé directement cette question. Blood test first. Donc, c'est une médecine affirmative. C'est la même chose que le charlatan du coin qui vous dit que bon, vous avez des djinns, vous avez des trucs, quelque chose. Il ne peut pas vous donner une preuve. Donc, cette médecine moderne n'est plus une médecine scientifique pure. C'est une médecine technologique. On parle maintenant d'intelligence artificielle. On en parle de la radiothérapie. Je vous ai parlé tout à l'heure du PET scan. Je vous ai parlé de la cryothérapie. Je ne vous ai pas parlé de la cryothérapie. Toutes ces choses-là maintenant, c'est des intelligences artificielles qui aident le médecin dans son diagnostic et dans sa prise en charge. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à la responsabilité médicale quand on sait que cette année-ci, on a enregistré d'après les commentaires, on peut les qualifier comme des erreurs médicales? Bon, heureusement que vous avez dit d'après les commentaires, parce que je crois qu'aujourd'hui, tous les médecins qui sont incriminés sont de grands professionnels. On les connaît tous. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'erreur médicale? Il n'y a pas d'erreur médicale. C'est que là, c'est la responsabilité de la presse, c'est votre responsabilité. Parce que vous êtes engagé dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Et là, j'ai un conseil à vous donner. Il faut aussi que les journalistes se rapprochent de l'ordre des médecins, se rapprochent des syndicats pour se former. Vous voulez dire que vous ne vous trompez jamais? Non, errare humanum est, l'erreur humaine. Donc, quand on est humain, on est capable quand même de faire des erreurs. Errare humanum est, disent les Grecs. Donc il y a des erreurs, parce qu'on travaille sur une matière qui est l'être humain. Donc, forcément, les erreurs, on peut les faire que sur des êtres humains. Donc il y a mais sur les une cas parcelle de vérité alors dans ce cas? Comment? Il y a peut-être une parcelle de vérité dans ce cas? Je ne crois pas, parce que moi je suis membre du conseil de l'ordre des médecins. Et tous ces cas, on les a étudiés. Et là, je peux vous dire que ces médecins incriminés n'ont absolument rien fait. Si vous voyez qu'actuellement toutes ces choses-là sont tassées, c'est parce qu'il y a une part de vérité que tout le monde connaît, et maintenant les choses se sont... voilà, les gens n'en parlent plus. Parce que ces gens, que ce soit à l'hôpital de Pikine, que ce soit à l'hôpital de Fann, c'est des plus grands professionnels, je ne vous dis pas au niveau du Sénégal, même au niveau international. C'est des gens reconnus. On les a convoqués, on les a entendus et on sait qu'il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a une erreur, une négligence, la négligence est partagée. Alors, la juste dernière question, cher Phil, si vous le permettez. Oui, allez, je vous en prie. Alors, l'année 2017 tire à sa fin. Il y a un changement donc au niveau du ministère de la Santé. À Oumar Coll Seck, le professeur qui passe. Il y a Abdoulaye Diouf Sarr qui vient. Et comment est-ce que vous trouvez la politique de santé du Sénégal, très rapidement? Bon, heureusement, vous avez parlé de politique, mais dans ce pays, il n'y a pas de politique. On fait de la politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de prévision. On a parlé tout à l'heure de la panne de radiothérapie. On a parlé du problème de la formation au Sénégal. On sait qu'actuellement au Sénégal, le Sénégal forme plus d'étrangers africains génériens. Je ne suis pas un xénophobe.
Mais c'est-à-dire chaque jour, on nous tape dessus en nous disant oui, il n'y a pas suffisamment de spécialistes. Allez à l'hôpital de Dantec, qui forme le plus grand nombre de contingents, vous allez voir que 90% des spécialistes formés sont des étrangers. Est-ce que ça, c'est une politique? Ce n'est pas une politique. Donnons la chance aux jeunes Sénégalais de se faire former correctement. D'abord, ça, c'est la spécialisation qui pose problème. Deuxièmement, après la formation, il faut mettre à leur disposition un plateau technique qui va leur permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Je vous ai dit tantôt que la médecine n'est plus une médecine scientifique, c'est une médecine technologique avec de l'intelligence artificielle. Actuellement, le bricolage sanitaire est mort. Aucun médecin en France ou aux États-Unis n'a le droit de bricoler son patient. Avant même d'opérer, il y a des simulateurs. Le simulateur va vous dire par où vous devez passer, éventuellement les problèmes que vous pouvez avoir, et s'il faut mettre à disposition un autre spécialiste de secours pour venir. Donc vous voyez que l'être humain, il faut placer l'être humain au centre du dispositif. Et si je vous comprends bien, il y a donc vraiment nécessité de relever, on va dire, le budget alloué donc au ministère de la Santé. Pour plus que ça. Ouais. D'abord sur la formation et sur l'équipement. C'est important. Parce que si on forme des gens alors qu'on ne donne pas les équipements qu'il faut, mais c'est des charlatans que vous formez. Des gens qui vont faire de l'affirmative, qui vont faire du bricolage, qui vont essayer de tenter des choses. On n'a plus le droit de tenter ou d'essayer quoi que ce soit sur un être humain. D'accord. En tout cas, docteur, on vous remercie. Malgré votre calendrier chargé, vous avez donc disposé donc, de venir et d'honorer notre plateau. Cher. Merci à vous, Moussa. Merci à vous. Merci aussi à docteur Serigne Fallou Samb. Oui, merci, cher. Merci.